Bien, je vous propose d'ouvrir notre session d'audition de notre commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre en vous remerciant d'avoir répondu à notre sollicitation conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Pour ceux qui seront appelés à s'exprimer, car je suppose que vous n'allez pas tous parler, mais sans doute vous êtes-vous organisés pour déléguer l'un d'entre vous dans chacune de vos délégations pour répondre aux questions que nous serons appelés à vous poser ou pour intervenir selon votre souhait. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et pour ceux qui sont appelés à s'exprimer, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Très bien. Alors là, nous allons procéder de la manière suivante. Monsieur le rapporteur Pascal Popelin va vous poser quelques propos liminaires. Ah, il y a des propos liminaires que vous souhaitez. Alors, monsieur, je vais d'abord demander les propos liminaires du côté des syndicats, puis ensuite, monsieur Larrivé a demandé à prendre la parole. Je vous écoute. Nous vous écoutons, pardon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues et camarades, nous vous remercions de nous donner l'occasion de nous exprimer, les syndicats de policiers notamment. Donc nous, au titre, je vais parler un petit propos bref de 4 minutes au nom de l'UNSA-FASMI, qui est la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'Intérieur, dont vous avez plusieurs représentants, le SCPN, et UNSA officier. Vous voyez UNSA police un peu plus tard dans la matinée. Est-ce que vous pouvez donner votre nom? Jean-Luc Taltavul. Merci beaucoup. En préambule, je voulais vous faire part de notre perplexité initiale, qui est double, cette perplexité. En effet, s'il peut relever du légitime mécanisme démocratique de questionner les pratiques policières et gendarmiques, donc, le contexte qui a présidé à la mise en place de cette commission pouvait laisser craindre qu'il s'agisse d'une simple entreprise idéologique de déstabilisation des forces de l'ordre. En privilégiant les raccourcis simplistes et une approche caricaturale des problématiques de maintien de l'ordre, certains acteurs médiatiques, et c'est plus regrettable encore politiques, ont pu donner l'impression de céder à une émotion biaisée, quoique probablement sincère. C'est une injustice, voire une insulte, de plus faite à l'engagement et au professionnalisme des hommes et des femmes qui ont mis leur vie au service d'un aspect ardu, mais essentiel du bien commun, j'ai nommé la défense de l'ordre démocratique. Comme je vous l'indiquais, donc, le syndicat des commissaires, un de nos délégués de province de Toulouse, qui a eu à connaître de la gestion de l'après-Sivens, et qui, à ce titre, pourra témoigner au plus près des exactions et du degré de violence dont ont été capables une partie de ceux qui se réclamaient de la mémoire de Rémi Fraisse, qui agissaient cagoulés, gantés, armés de marteaux, porteurs de pavés. Voilà, je pense que ce retour terrain, cette commission doit le garder à l'esprit dans les préconisations qu'elle pourra être amenée à faire. L'ensemble de notre philosophie l'ensemble de notre philosophie du maintien de l'ordre repose sur la notion de désordre acceptable, en privilégiant en présence d'un attroupement une action de dispersion, en maintenant le plus possible une distance entre les forces intervenantes et les participants à l'attroupement. Cette posture qui a fait ses preuves et qui suppose, soit dit en passant, de maintenir à disposition des forces d'intervention une large palette de moyens d'action, dont notamment les moyens de force intermédiaires, aujourd'hui appelés armes de force intermédiaires, connaît cependant ses limites en présence de bandes armées et organisées, venues pour casser davantage que pour manifester. Les défilés et cortèges deviennent pour ces derniers des chevaux de Troie pour accéder au centre-ville, et les paisibles manifestants font office, bien malgré eux, de boucliers humains. Confrontée quotidiennement aux manifestations de la violence sous toutes ses formes, la police nationale travaille en permanence sur les réponses à lui apporter, dans un contexte de judiciarisation croissante, on y reviendra brièvement, et avec une profonde culture de la force maîtrisée. Cette réponse à la violence est professionnelle et plurielle. Les BAC, Brigades anticriminalité, les compagnies de surveillance et d'intervention, et autres unités similaires, d'appui ou d'intervention quotidienne, ont développé des savoir-faire, notamment en matière d'interpellation en milieu hostile, qu'on pense à certains de nos quartiers, précieux lorsqu'on est confronté à des bandes de casseurs très mobiles et déterminés à faire un maximum de dégâts, matériels mais aussi humains, dans le minimum de temps. Entraînés à manœuvrer et agir en unités constituées, les compagnies républicaines de sécurité, forces civiles de maintien et rétablissement de l'ordre dont nous sommes fiers, et dont le secrétaire général d'UNSA officier pourra répondre à vos questions par la suite, est un ancien membre,
ont dû eux aussi adapter leurs tactiques et équipements aux évolutions de la violence. Ils sont eux aussi préoccupés lorsqu'on évoque la possibilité de les priver des moyens de se défendre au nom d'une vision peut-être trop déconnectée des réalités du terrain. En conclusion, votre commission doit être l'occasion de clarifier le cadre légal et réglementaire pas toujours adapté, une législation et des textes d'application sur l'attroupement difficilement applicables et des limites jurisprudentielles certaines, un mode trop binaire de l'action publique en amont, enfin de l'action des autorités. Il n'y a rien entre le récépissé de déclaration et l'interdiction. Est-ce qu'une gradation de l'encadrement de certaines manifestations ne pourrait pas être envisagée? Pourquoi pas une interdiction sous réserve de remplir un certain nombre de conditions en termes de trajet, de contrôle de l'accès au lieu de départ de la manifestation, comme ça se pratique dans d'autres pays. À propos d'autres pays, l'Allemagne, où j'ai eu l'honneur de servir quelques années, a une législation anti-cagoule qui apparente la détention d'une cagoule à une contravention, la simple détention sur le trajet d'une manifestation et le fait de la porter à un délit. Il va de soi qu'on est preneur, nous, de toute mesure qui permettrait d'agir le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que les casseurs commencent à casser dans la manifestation. Là aussi, ça peut être peut-être une piste intéressante. Et enfin, la notion d'autorité habilitée à ordonner l'usage de la force, qui pour nous ne saurait être que civile et jamais militaire, et le droit de défense collective d'une force jusqu'à l'arrivée de l'autorité civile sur place, si les circonstances ont fait obstacle à sa présence permanente, doivent être explorées. Voilà, en résumé, je vous remercie de votre attention. Laissez les chefs de police, aux chefs de police les moyens de travailler et on vous assurera qu'on en fera toujours un usage éclairé, mesuré, ce qui n'exclut pas du contrôle, de se filmer. Enfin, notre ministre a annoncé un certain nombre de mesures avec lesquelles nous sommes totalement d'accord déjà, en tirant l'enseignement de la précédence. Je vous remercie de votre attention. Monsieur. Oui, Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT, majoritaire chez les officiers de police. La perplexité, nous l'avions aussi, monsieur le président de la commission, car on aurait aimé la même réactivité de créer une commission lorsque des policiers ont été blessés dans leur chair à nombreuses reprises lors de maintien de l'ordre qu'ils ont eu à connaître. Et on a quand même eu l'impression, même si à la lecture des textes qui nous ont été joints à la convocation, on sait que ce n'est pas l'affaire de Sivins qui doit l'emporter dans ce débat d'aujourd'hui. Il ressort que ça a été perçu comme quelque part une mesure de défiance, alors que, je le rappelle, la plupart des pays européens, les démocraties européennes et mondiales, reconnaissent la capacité des forces de l'ordre françaises à maintenir, soit sur des manifestations, soit sur des violences urbaines, dans des bonnes conditions, le déroulement des manifestations. Donc, nous avons souhaité quand même participer à cette table ronde parce que il se trouve que, étant syndicat majoritaire des officiers, ce sont les officiers qui, la plupart du temps, sont à la tête des services d'ordre. Je parle des CRS notamment, puisque c'est des officiers qui sont à la tête des compagnies, qu'ils ont des propositions à faire, tant chez les CRS qu'en sécurité publique. Il y a nécessité de s'adapter à cette nouvelle forme de guérilla organisée, d'individus qui savent se protéger, se former, qui ne sont pas du tout là pour exprimer des idées qui sont défendues par la plupart des manifestants. Et nous attendons de cette commission de trouver les bonnes pistes pour à la fois renforcer la sécurité des fonctionnaires de police et des militaires, à la fois ne plus les mettre en risque d'être mis en cause personnellement, ce qui est une dérive ces dernières années, alors que nous sommes en organisation constituée d'ordre public. On cherche à personnaliser les responsabilités, ce qui ne se passe dans aucun autre pays. Et enfin, par rapport à ce propos introductif, le fait que, il faut, comme ça a été dit tout à l'heure, prendre en compte le fait qu'une manifestation est différente à chaque fois qu'elle est organisée, elle est imprévisible,
et que forcément, sur ce genre d'événement, il faut laisser les moyens aux policiers de garder à distance les manifestants pour éviter d'avoir encore plus de blessés que nous en avons aujourd'hui. Je rappelle qu'à Nantes, et c'est les exemples que je prendrai pour parler de la sécurité publique qui est souvent sollicitée sur Nantes, lors des dernières manifestations, il y a eu 22 policiers blessés contre aucun manifestant. Donc c'est aussi une réalité à prendre en compte. Et on aimerait aussi qu'on parle des policiers blessés. Certes, c'est leur métier, mais ils ne viennent pas pour se faire blesser dans leur chair. Je rappelle que si rien n'est fait pour les rassurer dans leur mission, le danger, c'est qu'on aura de moins en moins de fonctionnaires volontaires pour porter les armes ou les grenades ou prendre les lanceurs qui sont mis à leur disposition par le législateur, parce qu'ils craignent d'être mis en cause personnellement. Et il n'est pas normal que lorsqu'on vient défendre la démocratie, défendre la sécurité publique, on puisse être mis en cause personnellement lorsqu'on a mis en place et respecté les règles décidées par le législateur. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés... Pouvez-vous avoir la gentillesse de nous donner votre nom, monsieur? Oui, mais j'y viens de suite, Monsieur le Président. Mais je voulais vous saluer d'abord. Monsieur le Ministre, Messieurs les députés, chers collègues, je ne dirai pas camarades puisque c'est connoté, Hervé Mo, secrétaire général du syndicat de l'Union des officiers, et qui m'accompagne, Thierry Lemeur, délégué national pour les compagnies républicaines de sécurité. Puisque son ombre règne sur cette commission d'enquête, et sans aucun esprit polémique, l'Union des officiers tient à rappeler son émotion à la suite du décès de Rémi Fraisse. Et c'est pour éviter qu'un fait de même nature ne se reproduise que nous appelons de façon urgente à l'établissement des règles précisées ci-dessous. Nous constatons que les analyses diverses et les propositions formulées pour garantir le respect des libertés publiques et le droit de manifester reviennent quasi systématiquement à commenter l'activité des deux forces mobiles de sécurité, leur régime d'emploi, leurs pratiques, leur formation. Or, pour l'Union des officiers, il ne faut pas négliger l'atteinte au respect des libertés publiques et au droit de manifester commise par plusieurs catégories de manifestants d'origine multiple, tels des écologistes radicaux, des marginaux, voire des membres de groupuscules d'extrême gauche et autres. En effet, la loi, les textes et règlements définissent parfaitement ce qu'est une manifestation, avec ses différentes déclinaisons, ce qu'est un attroupement, voire une émeute. Une manifestation doit donc être pacifique, ordonnée et contrôlée. Dès qu'il existe un trouble à l'ordre public, les textes actuels indiquent que la manifestation se transforme en attroupement et immédiatement des textes répressifs s'appliquent. Nous savons cependant toutes les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre pour identifier et interpeller ces fauteurs de troubles au sein des cortèges lorsque les troubles ont commencé, individus qui trop souvent ne seront pas poursuivis par la justice faute de preuves. Pour l'Union des officiers, la véritable opposition au droit de manifester réside dans la multiplication de ces troubles, violences et dégradations qui s'imposent aux manifestants pacifiques et créent un climat global d'insécurité. Ce sentiment provoque un désintérêt du plus grand nombre pour ce type d'expression qui, par peur des risques encourus, préfèrent ne plus exercer cette liberté. Pour que les manifestations redeviennent des manifestations pour tous et que ce droit légitime soit protégé, l'État doit imposer des textes législatifs supplémentaires permettant d'intervenir contre ces professionnels du désordre qui ont pour seul but de créer des incidents, voire de blesser du policier ou du gendarme. Comme nous venons de le voir, des textes existent en France, mais s'appliquent dans des situations collectives et figées, modifiant le cadre légal de la manifestation. Or, comme cela a été fait en Angleterre et en Allemagne, des textes nouveaux doivent sortir de ce cadre collectif et créer des infractions contraventionnelles ou délictuelles individualisées. C'est pourquoi nous demandons une loi entraînant des sanctions systématiques pour le fait de participer à une manifestation avec le visage caché, pour participer à une manifestation porteur d'une arme réelle ou par destination, casque, fusil de détresse, chaîne anti-vol, etc. Nous demandons l'application de circonstances aggravantes pour les délits commis durant ces manifestations, vol et violence, comme ça s'est vu à de nombreuses reprises pour des manifestations parisiennes. Pour nous, dès que cette catégorie d'individus, facilement identifiables par leur tenue ou leur comportement, participent au cortège, ils ne doivent plus être considérés comme des manifestants, mais comme des délinquants potentiels, avec un risque réel d'atteinte à l'intégrité physique des manifestants pacifiques, d'agression des forces mobiles de sécurité, donc de représentants de l'État, et également de dégradation de biens. Mais aussi,
nous préconisons de rappeler les obligations légales aux organisateurs des manifestations. Et vous savez qu'à Force ouvrière, nous en organisons régulièrement. D'obliger les organisateurs à prévoir un service d'ordre suffisant pour pouvoir dissoudre une manifestation dès qu'ils en reçoivent la demande. De poursuivre les organisateurs en cas de manquement. Pour l'Union des officiers, il faut simplement ne pas confondre manifestants et délinquants. Plus généralement, et en sortant du cadre de cette commission, l'Union des officiers tient à rappeler que l'ensemble des missions des services de police ou de gendarmerie, que ce soit en maintien de l'ordre, durant des opérations de sécurité publique ou encore au cours d'affaires judiciaires, placent les personnels face à un contexte de plus en plus violent. Dans ce contexte désormais incontestable, les fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie sont contraints d'utiliser la force pour exercer leur mission. Si globalement l'ensemble de la population consciente de la violence de notre société accepte de plus en plus l'usage de la force par les représentants de l'ordre, nous serions sensibles au fait que cette violence légitime soit retranscrite dans les textes et acceptée par la loi. Notre société doit faire des choix, et vous, mesdames et messieurs les députés, en êtes les dignes représentants. Les membres des forces de l'ordre attendent des élus de la nation une reconnaissance de la dangerosité de leur travail et une solidarité exprimée dans ces textes. Nous ne demandons pas l'impunité, loin de là. Nous acceptons les multiples organes de contrôle et de sanction, mais nous osons espérer pour les forces de l'ordre également en l'application de la présomption d'innocence. Enfin, et pour conclure, Monsieur le Président, pour ne pas être trop long, sur le sujet initial, vous accepterez l'idée que le syndicaliste que je suis, membre de la Confédération Force ouvrière, soit particulièrement attentif à la préservation des libertés individuelles et au droit de manifester. Mais l'officier de police sait que pour garantir ces libertés fondamentales, il faut avoir le courage de condamner ceux qui en abusent et en détournent l'esprit. Je vous remercie. Jean-Hugues Matteli, président de l'association Gendre 21. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, quelques mots très brièvement avec mes camarades Cyril Robert et Frédéric Lelouette pour vous remercier de votre invitation, pour dire que nous, de manière très pragmatique... Oui, pardon ? Écoutez, nous avons un problème avec monsieur le rapporteur et je pense qu'on a un problème avec tout le monde ce matin. Donc je vais essayer en tant que président, et je m'exprime en tant que président, de poser les jalons du bon fonctionnement de cette audition. D'abord, je voudrais dire aux représentants des syndicats qui se sont exprimés que notre commission d'enquête parlementaire n'a pas pour objet de dire si les syndicats de police ou de gendarmes doivent être plus armés ou moins armés, si on doit supprimer les cagoules, si on doit considérer tous les manifestants comme des délinquants. Et je voudrais dire à un premier intervenant qui s'est adressé d'ailleurs, qui a désigné des politiques, que si nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire après ce qui s'est passé à Sivins, qui a vu la mort d'un jeune homme de 21 ans, ça me semble faire partie des attributions des législateurs que nous sommes, de savoir ce qui s'est passé. Il y a une enquête judiciaire pour ça, mais à partir de cet événement, de poser un cadre pour que la liberté d'expression puisse se dérouler normalement dans notre pays, ainsi que le droit à la manifestation, et que nous essayons d'améliorer la doctrine de maintien de l'ordre à laquelle vous êtes, je le pense et je l'espère, fidèles. Nous ne sommes pas ici pour pratiquer une défense et illustration des forces de l'ordre. Nous avons auditionné des victimes de bavures de forces policières. Et si je devais faire ici un bilan des auditions que nous avons pratiquées, le bilan des auditions est très, très, très largement favorable à tout ce qui représente l'ordre dans notre pays, sous toutes les formes que ce soit des généraux, que ce soit des responsables, que ce soit des officiers, que ce soit des syndicats. Donc il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de volonté d'entacher quelque corps d'État que ce soit qui est chargé du maintien de l'ordre, mais je ne peux pas, en tant que président, car je sais très bien à qui vous vous adressez, donc je réponds en tant que personne et député qui se sent particulièrement visé, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de volonté de criminaliser ou de montrer du doigt les forces de police et qui assurent le maintien de l'ordre. Il y a une volonté, c'est de faire en sorte que l'état de droit soit respecté dans notre pays, et vous citez d'autres pays. Contentons-nous déjà de la France. Mes collègues, un certain nombre de mes collègues, sont allés en Allemagne pour voir comment ça se passe. Nous n'avons pas besoin de nous inspirer d'autres pays. Essayons déjà d'appliquer la doctrine qui est la nôtre depuis un certain nombre d'années. Donc je voulais mettre ceci, je voulais que les choses soient très claires entre nous. Et nous pouvons avoir un débat, et nous aurons ce débat, y compris dans notre commission d'enquête parlementaire, entre ceux qui ne sont pas favorables
à ce que les forces de l'ordre soient dotées d'armes de guerre comme celle qui a tué Rémi Fraisse, et ceux qui sont favorables à ce que vous en soyez équipés. C'est un débat qu'on doit avoir entre nous. Nous vous écoutons, nous vous entendons, nous entendons vos demandes, mais nous ferons un certain nombre de prescriptions. Et je signale, je demande encore 2 minutes de parole, monsieur le rapporteur fera son rapport. Le président peut, s'il n'est pas d'accord avec toutes les lignes du rapport, j'allais dire, c'est finalement son privilège, peut dire ce que lui, il pense. Et je ne me gênerai pas pour le dire. Je veux que les choses soient claires. Deuxièmement, je sais que vous, représentant des syndicats, vous n'avez pas été du tout content, et vous êtes même protesté, parce que nous avons invité les représentants de Gens de 21. C'est notre droit d'organiser les auditions comme nous le souhaitons, et ce n'est pas aux syndicats d'officiers de dire ce que nous devons faire. Nous avons un temps qui est un temps contraint par le règlement de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur doit rendre public son rapport d'ici les premiers jours de juin. Et vous imaginez bien qu'avant que le rapport soit rendu public, il y a un certain nombre d'étapes à franchir auxquelles nous devons nous plier. Aidés par les services de l'Assemblée nationale et les administrateurs, nous avons considéré que nous ne pouvions pas faire autrement que de concentrer, mais ce n'est pas la même chose, vous vous exprimez en tant que syndicat, le Gens de 21 s'exprime en tant que Gens de 21, et nous estimons qu'il est normal d'entendre des gendarmes qui ont d'ailleurs connu des problèmes pour avoir voulu créer une association. Cette association s'est créée, il est normal que dans le cadre de notre commission d'enquête, nous l'entendions. Et nous n'avons pas à recevoir de leçons et d'admonestations de qui que ce soit. Cette mise au point étant faite, je ne vois pas au nom de quoi nous ne pourrions pas entendre en propos liminaire le représentant de Gens de 21 comme nous avons entendu les syndicats. C'est l'objet non pas d'une querelle, mais disons, nous ne sommes pas du même avis que monsieur le rapporteur, et comme nous sommes des démocrates, et comme je ne suis pas un écologiste radical, puisque j'ai entendu ça, ou délinquant, je passe la parole à monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Simplement, d'un mot, je voulais rappeler ce qu'était le processus qui conduit à la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Pour dire que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, chaque groupe politique dispose du droit de demander la création d'une commission d'enquête lors de chaque session ordinaire, et que seule une majorité des 3/5 exprimée contre, donc une majorité qualifiée sérieuse, qu'un quorum important, est de nature à faire obstacle à la création d'une telle commission. C'était le point numéro 1 que je voulais préciser. Le point numéro 2, c'est que le groupe parlementaire qui en fait la demande, ça c'est le règlement de l'Assemblée nationale, dispose soit du poste de président, soit du poste de rapporteur, et que les membres de la commission sont ensuite constitués à la proportionnelle de chacun des groupes. La troisième chose que je voulais dire, c'est que la pratique de cette majorité, depuis le début de cette législature, a été de considérer qu'elle n'avait à faire obstacle par aucune manœuvre dilatoire aux demandes des différents groupes concernant la constitution de commissions d'enquête. Et qu'à ce titre, par exemple, il y a eu le même jour, c'était le 3 décembre dernier, la création d'une commission d'enquête à l'initiative du groupe écolo sur la question du maintien de l'ordre républicain et la création d'une commission d'enquête à l'initiative du groupe UMP sur les filières djihadistes. Ces précisions étant faites et étant bien perçues de chacun, nous essayons ensuite, président, rapporteur, élus, commissaires représentant les différents groupes, de travailler dans la meilleure harmonie qu'il soit, ce qui suppose que les uns et les autres fassent preuve, j'allais dire, de la capacité de discussion qui permet qu'à l'arrivée, l'ensemble des travaux soient menés. Dans des temps contraints, cela a été rappelé, et forcément avec des compromis entre les uns et avec les autres. Ceci dit, si vous avez été attentif
puisque tous ces débats sont publics, indépendamment du fait qu'ils sont retransmis en direct sur le site de l'Assemblée nationale, ils font ensuite l'objet de publications, que ce soit sous format vidéo ou de compte-rendu. Je pense qu'il est difficile de prétendre que cette commission aurait orienté de manière, avec des présupposés, l'organisation de ses travaux. Et j'observe qu'elle n'a sans doute pas dû le faire, puisque le reproche implicite qui était contenu dans certaines de vos interventions nous a été fait à l'inverse par d'autres qui considéraient que cette commission n'était que le réceptacle de l'écoute de la hiérarchie policière ou gendarme et de ces différents porte-parole à des titres divers. Voilà, donc je pense que si il y a des opinions aussi équidistantes et inverses sur notre positionnement, c'est sans doute que nous avons convenablement, dans le temps qui nous était imparti, fait le tour du jardin de tout de tous les types de profils de personnes, qu'elles soient des organisations représentatives ou que ce soit des individualités, parce que quand on auditionne un sociologue, il n'a pas une représentativité autre que celle que lui donnent ses travaux. Quand on auditionne telle ou telle personne, comme cela a été demandé, qui se disait témoin de violence, parce que médecin, etc., on l'auditionne en tant que tel, on écoute ce qu'elle dit, ce qui ne veut pas dire que la commission prend pour... tout ce qui est dit ici est dit de manière libre et n'engage que ceux qui le disent, et ce qui engagera à la fin la commission, c'est le rapport du rapporteur si une majorité de la commission décide qu'il soit publié. Et ce qui engagera chacun des commissaires, c'est les contributions individuelles qu'ils y ajouteront pour marquer, le cas échéant, leur différence par rapport à cela. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'on puisse s'entendre, que l'on puisse vous écouter. Il y a déjà dans vos propos liminaires un certain nombre de propositions, mais comme notre temps est contraint, plus nous passerons de temps sur la forme, moins nous passerons de temps sur le fond. Et on en a déjà épuisé un tiers. Guillaume Larrivé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je m'exprimerai très précisément en 4 points. Comme député, membre de l'opposition, membre du groupe UMP, et au demeurant comme vice-président, comme l'un des vice-présidents de cette commission d'enquête. Première remarque, le rapporteur a rappelé les modalités de création de cette commission. Je veux dire ici publiquement qu'au nom de l'opposition, dans l'hémicycle au mois de décembre, je m'étais exprimé pour m'opposer à la création de cette commission, compte tenu de son tampon, de son format, etc. Les choses sont ainsi faites, nous sommes naturellement, par définition et par construction pleinement démocrate, la commission a été créée, nous y participons sous cette première réserve importante. Deuxième remarque, je veux marquer ma confiance au nom de l'opposition à l'endroit des forces de sécurité intérieure. Il y a 2 forces, une force civile qui s'appelle la police nationale et une force militaire qui s'appelle la gendarmerie nationale, toutes 2 placées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, rapprochées mais non pas fusionnées, fortes de leur spécificité juridique, organique, historique, fonctionnelle, pas fusionnées. Troisième remarque, je suis convaincu de la nécessité de renforcer au plan juridique et au plan opérationnel les modalités de protection des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale intervenant sur le terrain. Ces modalités de protection sont pour partie dans le débat de cette commission d'enquête, pour partie aussi ailleurs. Par exemple, aujourd'hui même dans l'hémicycle, le groupe UMP à l'initiative d'une proposition de loi sur un certain nombre de règles d'emploi des armes. Voilà. Il faut bien voir que nos travaux interfèrent dans différentes enceintes. Ce n'est pas le champ exclusif, Monsieur le Président, je l'ai bien compris, de la Commission. Je m'arrête là sur le fond et je fais une dernière remarque. La parole oui. À propos de l'invitation. J'y viens, c'est ma dernière remarque. On va en rester là pour les propos liminaires. Voilà. On va écouter Monsieur Matteli. Je fais vraiment ensuite, ma dernière phrase. Les commissaires pourront poser des questions à l'ensemble de ceux qui sont invités. Mais Monsieur le Président, comme vous avez vous-même en effet évoqué le format de cette réunion, c'est ma 4e et dernière remarque, je veux faire part à titre liminaire de mon interrogation, c'est un euphémisme,
interrogation très vive, sur le format que vous avez choisi. Il y a en face de nous des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de la police nationale, dans un cadre juridique que chacun connaît, avec des modalités d'élection, des organisations représentatives. Et de l'autre, dans le même format, au moment de la même réunion, nous avons une association respectable, qui est une association parmi les dizaines de milliers d'associations de loi 1901 qui existent dans notre pays, composée d'un certain nombre de personnes qui se trouvent par ailleurs être des militaires de la gendarmerie nationale. Il ne s'agit pas d'un syndicat de gendarmerie, il ne s'agit pas non plus d'une association professionnelle militaire, puisque ces deux notions en droit n'existent pas aujourd'hui, je tiens à le souligner, et je conclurai d'un mot, Monsieur le Président. Toujours intéressant de discuter avec des citoyens, avec M. Matteli, comme avec tout autre citoyen, ni plus ni moins. Bien. Mais je pense qu'il serait utile, et je m'arrêterai là, que nous ayons à un moment, si vous-même et le rapporteur le souhaitez, en face de nous, la seule instance de concertation légale et donc légitime au sein de la gendarmerie nationale, qui s'appelle le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, le CFMG, qui a été, comme vous le savez, créé voici 25 ans, en 1990, et qui est la seule instance légale et donc légitime qui est censé s'exprimer au nom des militaires de la gendarmerie nationale. Voilà, je voulais mettre les points sur les i, si vous le permettez, de manière extrêmement carrée. Un petit point de détail, le conseil que vous évoquez est une émanation de la direction, donc il n'a absolument rien de représentatif des personnels. Monsieur Matteli. Merci, Monsieur le Président. Notre venue ici est uniquement pour participer modestement aux travaux de réflexion qui nous semblent toujours utiles, destinés à améliorer la sécurité des citoyens et des agents des forces de l'ordre. Voilà, pour information, nous sommes 3 représentants de Jean 21, qui est dans un statut effectivement juridique encore inexistant, puisque nous sommes couverts en droit international, mais pas encore en législation nationale. Pour autant, mes 2 camarades ici présents sont aussi membres du Conseil de la fonction militaire gendarmerie. Pour être très bref sur nos propositions qui sont plutôt techniques, j'allais dire, nos principaux soucis en matière de maintien de l'ordre, et nous rejoignons en cela, même si nous n'avons pas vocation à intervenir dans le domaine de la doctrine opérationnelle, les propositions du général Favier, sont avant tout d'être très clairs sur les valeurs républicaines qui sont les nôtres, et notamment sur les principes fondateurs du maintien de l'ordre, la séparation de la question de l'autorité, de la responsabilité de l'autorité civile et des autorités opérationnel, militaire pour ce qui concerne la gendarmerie, la nécessaire traçabilité des instructions des autorités civiles et des ordres des autorités militaires, et enfin, clairement, la séparation des opérations de police administrative et de police judiciaire, parce que là encore, il nous paraît que ça peut sortir d'une sorte de mélange des genres, et l'idée notamment d'associer dans les mêmes unités des effectifs chargés de police judiciaire en civil, pendant que d'autres sont chargés en uniforme d'opérations de maintien de l'ordre, donc de police administrative, ne nous paraît pas judicieuse au nom de la séparation des pouvoirs. Ce qui peut poser problème aussi au maintien de l'ordre, c'est tout simplement des questions très pragmatiques d'effectifs. La multiplication de fonctions d'appui au sein de nos escadrons, notamment dans les dispositions qui viennent d'être prises pour binômer les lanceurs de grenades, mais aussi dans la nécessité d'avoir des opérateurs vidéo, font que les forces qui sont au contact, qui sont en première ligne, diminuent en permanence dans l'organisation de nos escadrons. Or, en réalité, c'est le rapport de force visible sur le terrain qui participe à faire baisser le niveau de violence. Quelque part, les meneurs très actifs auront moins tendance à pouvoir entraîner avec eux des manifestants au départ beaucoup moins mobilisés si le rapport de force visible sur le terrain est en faveur des forces de l'ordre. Et à ce titre-là, il nous semble nécessaire de renforcer les effectifs unitaires des escadrons de gendarmerie mobile déployés. Le deuxième point, qui concerne la sécurité de nos personnels et à travers eux celle des citoyens, est la question du temps d'activité. La France n'a pas transposé une directive européenne applicable également aux militaires, s'entendant hors temps de guerre, hors état de siège, hors état d'urgence, qui vise à limiter pour des questions de sécurité le temps d'activité des militaires. On comprend bien qu'un gendarme mobile, épuisé moralement ou physiquement par un très grand nombre d'heures d'opération, peut avoir ses capacités altérées et donc être conduit à avoir une réaction inappropriée où il engagerait sa propre responsabilité pénale, ça a été rappelé par d'autres intervenants, alors même que l'État n'a pas mis en place les normes qui permettraient de s'assurer que les gendarmes en opération sont dans des conditions d'emploi qui leur permettent d'être en parfaite condition opérative. Je voudrais laisser la parole à mon camarade Cyril Robert très rapidement sur les problématiques rencontrées au contact par nos gendarmes. Cyril, tu as la parole.
Vous pouvez être assez bref, on vous remerciera. Donc Cyril Robert, chef de groupe en escadron de gendarmerie mobile. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans avec les événements de Nouvelle-Calédonie. J'ai participé à du maintien de l'ordre à Sivens en octobre de cette année. Et le grand changement sur un point qui va être évoqué, qui est évoqué dans les changements à effectuer, c'est que dans les années 2005, nous avons nettement à appréhender les forces mobiles, l'utilisation par les manifestants des moyens vidéo, pour filmer les heures et les heures sur un point, sur un compartiment de terrain de personnes clowns ou personnes ostensiblement sympathiques qui nous parlent pendant des heures, qui expliquent pourquoi ils sont là. Donc ce sont des femmes, des adolescents, des choses comme ça. Et dans la foulée, ces personnes s'éloignent et nous avons eu à faire face, que ce soit de jour ou de nuit, rapidement, même compartiment de terrain, quasiment même période, à des personnels, des personnes, des groupes avec un chef qui, tout de suite, très rapidement, vont passer à un harcèlement très violent. Là, c'est de nouveau filmé et rapidement, nous voyons le carrefour qu'on tient ou à Sivens, le compartiment de terrain où tout se passe bien. On nous jette presque des fleurs et des choses comme ça dans d'autres maintiens de l'ordre. Et ensuite, tout de suite, on voit notre réplique sans voir l'attaque qu'on vient de subir, la réplique des forces de l'ordre. Et donc, ça nous déstabilise énormément. C'est un point vraiment qui est une nouvelle façon du maintien de l'ordre. Et c'est vrai qu'il va falloir, je pense, développer nos moyens vidéo vraiment de façon beaucoup plus importante pour faire face à cette chose. Oui, donc Frédéric Lelouette. Approchez le micro. Non, pardon. Donc Frédéric Lelouette, vice-président de Jean de 21. Je vais être très court, je vais essayer d'être concret sur les moyens opérationnels des unités. Écoutez, là j'ai encore un problème avec le rapporteur, donc moi je ne vais pas continuer de présider comme ça, hein, dans ces conditions. Hein. Monsieur le rapporteur dit « je ne comprends pas comment on fonctionne ». Moi je ne sais pas, vous êtes exprimé à 3, vous êtes 3, vous êtes exprimé à 3 sur 10. Donc, attendez, vous permettez, monsieur le commissaire? Merci. Mais je vais vous l'accorder volontiers, je ne suis pas un autoritaire, ni un autocrate. Mais je n'ai pas envie de me laisser balader en tant que président dans une affaire qui commence à m'irriter, pour parler très simplement. Donc, il y a des règles à respecter. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez nous dire qu'on a entendu peu de syndicalistes, qu'on entend beaucoup de gendarmes. Bon. Oui, mais vous allez le dire. Sans doute. Donc, où vous vous organisez, je ne sais pas ce que monsieur le rapporteur souhaite, puisqu'il n'est pas content qu'il dise pourquoi il n'est pas content. Nous avons signé une lettre ensemble indiquant les modalités dans lesquelles nous allions organiser cette audition et que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors allez-y, dites comment ça va se passer. Voilà, donc d'abord, je trouve que des interventions liminaires doivent être liminaires et forcément brèves. Nous avons en tout 1h30 pour pouvoir auditionner beaucoup de gens. C'est pas nous qui avons fixé la liminarité. La durée de la liminarité a été fixée par les syndicats, si j'ai bien compris. Enfin, c'est eux qui ont décidé du caractère excusez-moi, liminaire mais de cette durée. Je pense que 3 interventions qui se suivent d'une durée chacune de 5 minutes pour un seul et même voilà, est quelque chose qui me paraît excessif. Surtout qu'en plus, ça devait se passer en fin de réunion. Attendez, il faut qu'on soit clair entre nous. Là, vous êtes en train de reprocher à M. Matteli et à ses amis d'être trop long par rapport au syndicat. Vous ne reprochez pas au syndicat d'avoir fait des déclarations liminaires trop longues. On est bien d'accord? Oui. Bon. Il y a un problème, monsieur. Oui, simplement, je remarquerai que lorsque l'on dit sur les événements,
les prises de vue sont partiales parce qu'elles ne voient que certains événements et en occultent d'autres, j'aurais souhaité que l'on ait nous, une plus grande objectivité en la matière. J'ai entendu des organisations syndicales. Ils se sont présentés les uns après les autres comme étant syndicats majoritaires d'une profession. Et je les respecte. Je ne parle pas du fond. Ici, nous avons une association qui d'abord ne s'est pas présentée, qui n'a pas dit qui elle est, qui n'a pas dit si elle était majoritaire, minoritaire ou pas. Et je considère personnellement, puisqu'ils veulent un souci d'objectivité, qu'il y a dans la gendarmerie, certes, un conseil national, mais il y a aussi un certain nombre d'associations plus anciennes, beaucoup plus représentatives, qui n'ont pas été convoquées. Et je trouve ça inacceptable. Et je rappellerai simplement que les valeurs républicaines, puisqu'on s'appuie sur les valeurs républicaines, et je ne parle pas de la police, là, je vais parler de la gendarmerie. Il n'y a pas de syndicat dans la gendarmerie. Elles ont un certain... Il n'y a pas de syndicat, et je souhaite qu'il n'y en ait pas. Mais dans ces valeurs républicaines, il y a d'abord la militarité. Il y a deuxièmement la hiérarchie. Il y a troisièmement l'immersion. C'est bien connu, cela. Et c'est ce qui fait que la gendarmerie, dans son histoire, a toujours manifesté son légalisme et sa légitimité par rapport à la République. Voilà ce que je voulais dire, et je souhaiterais qu'on en reste là. Enfin, ça n'a pas grand-chose à... Merci, monsieur le commissaire, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ordonnancement de nos auditions. C'est un point de vue. Tout à fait à voir sur le choix des associations qui ont été invitées. Écoutez, je pourrais aussi vous faire part d'un certain nombre de courriers que nous avons reçus, d'associations, d'experts, qui regrettent de ne pas être reçus parce qu'on nous dit qu'on n'avait pas le temps de les recevoir. Donc ça va dans tous les sens. Donc vous ne pouvez... Oui, écoutez, les effectifs des associations, on ne va pas juger, nous ne sommes pas des apothicaires, nous ne sommes pas des épiciers, nous ne sommes pas des comptables. Si je crois connaître l'histoire de M. Matteli, M. Matteli a eu des gros problèmes avec sa direction parce qu'il voulait créer une association. Je reste à la lettre qui a été écrite. Donc si vous n'avez pas à juger, ou alors vous nous faites confiance au rapporteur et au président pour savoir qui peut être invité à sa demande, ou vous ne nous faites pas confiance. Voilà. Eh bien, vous ne faites pas confiance, j'en tirerai les conclusions. Mais je savais très bien à quoi je m'attendais lorsque le groupe écologiste a proposé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. Mais non, je n'ai pas du tout l'habitude de jouer les victimes, c'est pas du tout ma réputation, ni mon caractère, mais je n'ai pas non plus l'habitude de me faire rouler dans la farine. Je lis le dernier paragraphe de cette lettre datée du 30 mars 2015. Aussi, afin de tenir compte de vos préoccupations lors de la table ronde à laquelle vous avez été conviés, les organisations syndicales interviendront en premier lieu et disposeront d'un temps de parole plus important. L'association Gendre 21 sera invitée à s'exprimer au terme de cet échange. D'accord ? Donc, est-ce que l'on considère que les déclarations liminaires sont des échanges ou est-ce que ce sont que des déclarations liminaires ? Pour qu'il y ait un compromis, puisque nous avons entendu M. Matteli, nous allons arrêter là les interventions de Gendre 21 et passer la parole à M. le rapporteur, qui a la priorité pour les questions. Sur cette discussion ? Ah, très bien, monsieur le député, cher collègue, Guy Delcourt, allez-y. Oui, parce que, Monsieur le Président, nous avons quand même assisté à une commission d'enquête très particulière aujourd'hui. Et je dois dire que devant des syndicats de commissaires et d'officiers, je m'attendais à une autre entrée en matière. Nous ne sommes pas ici dans une réunion politique recevant les délégations de syndicats pour écouter leurs revendications. Et la confusion d'entrée sur le préliminaire, je vous le dis, est inadmissible. Elle est inadmissible et elle est même une faute, parce qu'il y a eu des mises en cause politiques qui n'avaient rien à faire dans cette commission d'enquête. Il n'y a pas la commission d'enquête où on peut se permettre de profiter de la retransmission en direct, non seulement pour faire part de ses états d'âme, mais aussi pour en profiter pour épingler les partis politiques. Et ça a commencé comme cela. Je vous en prie, je ne vous ai pas interrompu. Je vous en prie, vous venez juste de revenir, monsieur, à l'arrivée. Il y a un petit peu...
Oui, non, mais très oui, bien. bah, Bah, alors, je vous en prie, ça vous suffit êtes à la parce commission que des lois, vous êtes à la nous commission sommes d'enquête, M. aujourd'hui, Delcourt s'exprime. nous sommes aujourd'hui, car cette commission d'enquête est en effet suivie en direct et par beaucoup plus de monde qu'on ne peut le penser. De quoi avons-nous l'air? De quoi avons-nous l'air? Il y a eu des commissions d'enquête ici, par exemple sur l'affaire Doutreau, qui était bien autre chose. Est-ce que les syndicats de magistrats se sont comportés comme ce à quoi je viens d'assister? Ce que j'étais convaincu d'attendre dans les propos préalables, parce qu'elles sont réelles et sérieuses, que nous en sommes conscients, que tous les jours, quand nous sommes élus locaux, nous avons les relations que vous connaissez avec les commissaires de police, les représentants syndicaux que nous recevons de plus en plus souvent, compte tenu de l'état de vétusté des matériels, des moyens qui sont les leurs, des effectifs. Je m'attendais à ce que les syndicats que vous représentiez, véritablement, nous fassent un état des lieux préalable, justement, au questionnement de la commission d'enquête. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le ton a été immédiatement donné. Il n'y avait pas une audition, il y avait les procureurs et les accusés étaient en face. D'autres interventions? Nous sommes dans une commission d'enquête parlementaire, donc on ne va pas faire un débat entre les syndicats et les députés. Hein, quand vous serez... Non, non, monsieur, non. Il n'y aura pas de... Oui. Enfin, ça vous est facile de le dire après avoir provoqué. Je souscris pleinement, et il y avait nulle provocation dans mon propos. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc vous la prendrez quand je vous la donnerai. Donc on ne va pas installer un débat entre vous et nous. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas l'objet, et ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Monsieur le rapporteur vous a lu de manière très précise ce qui conduit et ce qui préside au fonctionnement d'une commission d'enquête parlementaire. Donc, pour l'instant, ce ne sont pas les auditionnés qui, après s'être exprimés dans des déclarations préliminaires sous forme de provocation, ça c'est mon point de vue, ce n'est pas à eux de s'exprimer maintenant, monsieur le rapporteur va leur poser des questions, c'est aux commissaires de s'exprimer sur ce qu'ils ont entendu et sur leur avis. Et monsieur Boissery demande la parole. Monsieur le Président, oui, moi je souhaiterais tout simplement qu'on revienne à plus de calme et de sérénité. On est une réunion qui est technique. Je souhaiterais qu'on puisse aussi se pencher un peu plus sur le technique. J'ai entendu des propositions. Je rejoins mon voisin, bien sûr, mais de grâce, donnons une autre image. Alors, je vais passer la parole à monsieur Pascal Poplin, notre rapporteur, pour vous poser la première série de questions. Voilà, mes chers collègues, il est 9h25, nous avons jusqu'à 10h et nous commençons véritablement l'audition. Non, nous ne la commençons pas, il y a une demande de parole. Je ne sais pas si monsieur le Président... Écoutez, on va vous écouter, puis on fera une suspension de séance pour que les choses soient plus claires, parce que là, ça commence à bien faire. Monsieur. Pierre-Marc Fergelot, je suis... Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous approcher du micro? Pierre-Marc Fergelot. Qu'on vous entende bien pour le compte-rendu de notre commission. Je parle pour le syndicat indépendant des commissaires de police. Donc, je ne reviens pas sur la présence de Jean 21 en ce moment. Néanmoins, je souhaite quand même exprimer, justement, pour que apporter une contribution au débat sur l'évolution du maintien de l'ordre qui est souhaitée suite au décès d'un jeune manifestant. Et rappeler quand même que notre organisation estime à l'heure actuelle que le niveau et la qualité de nos forces de maintien de l'ordre font référence dans de nombreux pays, ça a déjà été dit, que les accidents ou les dommages collatéraux se produisent rarement, très rarement, c'est à souligner, que des propositions doivent évidemment être faites et il ne faut quand même pas oublier les efforts qui ont été consentis sur les 20 dernières années sur la modernisation des forces de maintien de l'ordre en termes d'équipement, en termes d'armement adapté, en termes de techniques d'intervention. Nous pensons aujourd'hui qu'on a un problème qui est lié à l'émergence d'une nouvelle forme de violence qui s'est professionnalisée avec des manifestants, entre guillemets, structurés,
organisé sur plusieurs pays, voire continents, capables de se mobiliser pour des causes qui sont parfois différentes et qui ne sont pas liées entre elles. Et cette violence qu'on retrouve de plus en plus se banalise parce qu'elle est véhiculée par justement une manipulation de l'image et de l'information qui est volontairement conservée, parfois même en agressant les journalistes. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que, et je pense que c'est peut-être le but de cette commission, c'est savoir de quelle manière on va pouvoir répondre à cette forme de violence spécifique qu'il faut distinguer du maintien de l'ordre classique, pour lesquels nos forces sont équipées, entraînées à un très haut niveau, avec des équipements de très très bonne qualité, qui sont enviés dans le monde entier. Je trouve qu'il est, il est dommage qu'on soit obligé, ou que l'on se sente obligé d'aller dans d'autres pays européens pour voir ce qui s'y fait, alors qu'en fait, nous avons une réputation d'excellence dans ce domaine. Je pense que c'est surtout cette nouvelle forme de violence qu'il faut clairement identifier, et il faut pouvoir donner aux forces de l'ordre qui interviennent sur le terrain les moyens techniques et juridiques de pouvoir les isoler et de ne pas faire entrer ça dans le schéma général des opérations de maintien de l'ordre qui se déroulent tout au long de l'année sans aucun problème. Voilà ce que je souhaitais dire. Monsieur le rapporteur. Écoutez, Monsieur le Président, il reste une demi-heure. C'est absolument pas des conditions qui permettent d'échanger et de poser des questions. Donc moi, je ne vais pas faire semblant de poser des questions auxquelles je n'aurai pas le temps d'avoir des réponses. Ce que je demanderai aux participants, s'ils le souhaitent, c'est qu'ils puissent adresser des contributions écrites dont j'essaierai de me servir dans le cadre du rapport. Parce que là, voilà, moi, je voulais aborder les sujets qui nous préoccupent, hein, et qui n'ont pas été évoqués. C'est l'évolution récente du maintien de l'ordre, c'est les divers acteurs du maintien de l'ordre, c'est les conditions du maintien de l'ordre, c'est les problèmes d'effectifs, c'est les problèmes de durée des missions de maintien de l'ordre, c'est les problèmes d'équipement, c'est les problèmes d'unité mixte, c'est les problèmes de police judiciaire, de judiciarisation des maintiens de l'ordre, c'est les problèmes de nouvelles formes d'unités de police nationale qui mixent type CSI, hein, qui inclut des personnels en tenue et des personnels en civil. C'est mieux judiciariser les infractions et délits commis à l'occasion de manifestations, c'est la présence et le rôle de la presse, c'est la formation. Bref, ce sont tous les sujets qui m'intéressent et qui, depuis une heure, n'ont pas été abordés et qu'on n'abordera pas sérieusement et dans des conditions sereines en une demi-heure. On aurait pu aussi ajouter comme question la question d'une autorité indépendante pour le contrôle de la déontologie, comme ça se fait avec le contrôleur des prisons et des lieux de privation de liberté. Monsieur Guénégan-Buis a demandé la parole. Oui, lors d'une prochaine réunion avec les différentes forces syndicales, je crois qu'il faudra prévoir aussi un meilleur maintien de l'ordre pour que notre ordre du jour puisse se tenir. Moi, je regrette la nature, le débat, le ton, parce que même s'il y a des divergences, même s'il y a un certain nombre de sentiments qui ont été exprimés dans les propos liminaires par les représentants syndicaux, même s'il y a des divergences sur la présence et la légitimité de telle ou telle association autour de la table, vous êtes tous les représentants de l'ordre républicain et au lieu de vous chamailler et de remettre en cause les uns et les autres, nous aurions intérêt à prendre ces moments de débat pour essayer de progresser collectivement. Enfin, c'était le sens de cette invitation et je le regrette, qu'on ne puisse pas aller plus au fond. Je veux juste aller dans le sens du rapporteur. Nous ne rentrerons pas dans le vif du sujet. C'est bien dommage. Vous allez nous envoyer des documents écrits. Ce sera très bien. Ce sera un minimum. Moi, j'insisterai pour que vos documents exposent des problématiques de formation, puisqu'il semble qu'il y ait des différences entre les forces CRS et les formes de gendarmerie mobile. J'ai interrogé vos responsables CRS qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème de temps de formation. J'ai interrogé le directeur général de la gendarmerie nationale qui nous a dit qu'il y avait un problème de temps de formation. J'ai interrogé le chef CRS sur la durée d'emploi des forces sur le terrain et le risque pour le CRS et le gendarme mobile parce que sa durée de mission est trop longue, avoir un comportement qui est un comportement qui dévie de la norme et qui le met, lui, en risque, mais aussi les manifestants en risque. Et je voudrais donc que de façon très précise, vous puissiez nous écrire dans vos contributions les problématiques de durée du temps de travail, de durée de la mobilisation, à partir de quel moment vous entrez en mission
et à quel moment les missions s'achèvent et que vos officiers et hommes de troupe rentrent chez eux, et le sujet aussi de la formation. Merci. Jean-Paul Baquet. Oui, Monsieur le Président, moi je suis tout à fait d'accord avec la proposition du rapporteur de demander des positions écrites sur ce qu'il peut y avoir comme proposition. Seulement, je souhaiterais que l'on n'interroge pas que ceux qui sont ici, mais bien d'autres. Le Conseil de la fonction militaire gendarmerie a été évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi des associations beaucoup plus représentatives. Je pense à l'UNPRGR, je pense au Trèfle. Et il serait souhaitable qu'eux aussi soient interrogés. Nous n'avons plus le temps pour recevoir les uns et les autres, mais nous avons au moins le temps de leur faire une lettre pour avoir une réponse. M. Boisserie. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai cru comprendre, à travers les propos de nos interlocuteurs, que le problème d'aujourd'hui, et pas que dans les propos, je veux dire dans les écrits, qu'il y avait un problème d'adaptation de la législation, de la réglementation par rapport à l'évolution de ce qui se passe dans les manifestations. Et je crois que c'est là-dessus le fond du problème, hein, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se penche. J'ai entendu parler de brouillage lors de manifestations, j'ai entendu parler d'utilisation ou non-utilisation des grenades offensives, j'ai entendu parler de renforcement d'escadrons de gendarmerie mobile, de vidéos, de tout ça. Je crois que c'est de ce fond-là dont nous avons besoin pour travailler. Parce que c'est bien ça le rôle de cette commission d'enquête. Et je crois que nous sommes tous d'accord. Voilà, tout simplement. Et effectivement, le retour par écrit de vos propositions, de manière à ce qu'on puisse éventuellement faire évoluer la législation, comme on l'a fait pour les centrales nucléaires, par exemple. Voilà, on s'adapte. Ben, je sais que, Monsieur le Président, ce n'avait pas votre faveur. Mais bon, vous avez fait voter à l'unanimité, quasiment, sauf quelques-uns. Mais il y a une évolution. On la discute, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Je suis assez persuadé que sur la plupart des points, nous avons des points d'accord. Voilà. Donc, voilà mon sentiment. En tout cas, pour confirmer ce que vient de dire en aparté Monsieur le rapporteur, depuis le début de cette commission d'enquête, nous avons répondu à ce que vous demandez, c'est-à-dire essayer de regarder avec tous les acteurs ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. C'est l'objet de cette commission d'enquête parlementaire. Guider le cours, et puis j'ai 2 demandes de parole avant de clore cette émission. Oui, simplement compléter les propos de mon collègue. Je rappelle aussi que nous avons entendu les préfets, nous avons entendu l'ancien directeur général de la police nationale, et que si je n'ai pas à juger ou à savoir ou à ne pas savoir si vous avez regardé les enregistrements, il n'y avait aucune raison, vous allez me dire que j'insiste grossièrement, oui, parce que j'ai été marqué du ton de départ de la première intervention, car j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités du représentant de l'INSA. Le ton a été donné de la politisation de la commission d'enquête. Si vous aviez écouté l'ensemble des bandes, vous auriez été dans le même niveau que l'intervention de votre collègue représentant les commissaires indépendants. Nous aurions eu un autre débat au demeurant plus constructif pour vous-même que la procédure à laquelle nous allons aboutir, qui est de recevoir des écrits, ce que nous recevons d'ailleurs, je répète, en tant qu'élu local, mais aussi en tant que parlementaire, de vos organisations syndicales décentralisées, qui naturellement nous saisissent tous les jours de leurs conditions de travail. Et les conditions de travail, dans l'une de mes questions, il y avait justement, en particulier, les conditions de travail actuelles des officiers et des commissaires par rapport à l'état psychologique de la police. Nous n'avons pas pu le faire et je le regrette. Alors, vous aviez demandé la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis venu spécialement de Toulouse. Je suis Laurent Saint-Denis, commissaire de police, chef du service de sécurité de proximité. Je suis du syndicat des commissaires de la police nationale et je venais spécialement de Toulouse pour vous exposer mon expérience dans les manifestations anti-Sivens qui ont eu lieu après la mort regrettable et dramatique de Rémi Fraisse. Donc j'ai été amené à gérer et à participer à la gestion de 5 manifestations qui ont dégénéré, qui ont été très violentes. La première manifestation, donc je suis à la demande de mon directeur central, et j'ai été amené à partir à Albi pour gérer, donc un jour après la mort de M. Fraisse, la manifestation qui était en hommage au recueillement donc, de la personne décédée. C'est important de le souligner,
quand il y a un hommage, un recueillement, on l'a vu dernièrement, au mois de janvier, après les actes terroristes ignobles, il y a un moment de recueillement, c'est un moment solennel, c'est un moment de calme. Or, on n'a pas eu affaire à ce type de manifestants. Et donc, j'y reviendrai. Puisque dans 600 manifestants, nous nous sommes retrouvés avec près de la moitié, très déterminés, organisés, cagoulés, armés, qui ont immédiatement commis des violences sur les forces de police. Quelle a été la réaction des forces de police? La réaction des forces de police a été de repousser le plus longtemps possible l'usage de la force. 41 blessés ce jour-là, parmi les forces de l'ordre. C'est important de le souligner, 41 blessés. Donc l'action des forces de l'ordre, ces techniques de maintien de l'ordre, son professionnalisme et son sang-froid est reconnu, tous les intervenants l'ont dit, est reconnu bien au-delà de nos frontières. Toulouse, 4 manifestations violentes, le 1er novembre, le 8 novembre, le 22 novembre et le 21 février dernièrement. Ce que je voudrais, pour illustrer mon propos, c'est vous faire passer des photos qui vont vous montrer les groupes, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des casseurs, des black blocs de par la tenue qu'ils portent. Moi, j'appellerais ça des délinquants, proprement dit. C'est des gens qui n'ont aucune envie de revendiquer, qui rejettent toute forme de la société, tout symbole de l'autorité, et qui n'ont qu'un seul objectif quand ils viennent dans ce type de manifestation, qu'ils noyautent au milieu des manifestants pacifiques et qui exercent le droit constitutionnel de manifester, qui viennent uniquement avec l'intention de casser et de commettre le plus grand nombre de violences sur les forces de l'ordre, voire même sur la population, ce qui est très inquiétant. D'où le changement d'approche dans la technique du maintien de l'ordre et la philosophie française du maintien de l'ordre, qui pendant longtemps a consisté à maintenir à distance les manifestants pour ne pas générer de blessures, disperser ces manifestants pour contenir et maîtriser les troubles à l'ordre public. Or, ces groupes-là qui s'immiscent dans une manifestation pacifique en profitent au milieu, au cœur, pour commettre tout un tas de violences. Donc, comment font les forces de l'ordre pour, je dirais entre guillemets, écarter les manifestants pacifiques, mais tout en allant interpeller ces individus radicaux, casseurs, que j'appellerais délinquants. Est-ce que vous acceptez, Monsieur le Président, que je vous fasse passer par mon collègue les photos de... Ah, très bien, merci. Voilà, donc vous verrez, c'est très... vu ces photos, mais on en a vu d'autres années. Bien Il sûr. ne semble pas qu'il y ait... On entend ce que vous dites. Hein. Oui, allez-y, monsieur le rapporteur. Excusez-moi une seconde, mais je voulais quand même vous faire passer un message, parce que c'est quand même, nous auditionnons depuis le début du mois de janvier des gens qui viennent de profils complètement différents, individuellement, en nombre, etc. C'est la première fois que, en fait, on a une commission qui se déroule où on a le sentiment que vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions, vous voulez simplement dire ce que vous avez à dire. Donc c'est une manière de faire, mais je le dis franchement, c'est pas comme ça que, enfin en tout cas nous on va pouvoir travailler. Donc nous permettrons de vous poser des questions écrites sur les sujets sur lesquels on voudrait avoir le retour de votre expérience, de ce que vous représentez, des réflexions que vous avez, que vous pourrez naturellement enrichir de remarques supplémentaires ou de suggestions supplémentaires qui ne rentreront pas dans le périmètre des questions. Mais voilà, normalement, une commission d'enquête, c'est quelque chose dans lequel on vient et où on répond aux questions qu'on vous pose. Je déplore qu'il n'ait pas été possible ce matin de poser des questions pour différentes raisons qui n'incombent pas toutes à la responsabilité des prises de parole qui ont été faites par les uns et par les autres. Mais disons que ce matin, j'ai le regret de constater qu'on a cumulé les handicaps pour finalement ne pas être dans une situation qui nous permette de travailler normalement. Je le regrette, non seulement pour les commissaires qui sont présents, mais également pour chacune et chacun, enfin pour chacun d'entre vous, il n'y a que des messieurs, pardon, mais qui, pour certains, s'être déplacés de loin, avaient pris sur votre temps, etc. Donc voilà, bon. Je le dis franchement parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, c'est un raté. Moi, j'avais fait le choix... mais là, honnêtement, nous n'avions pas la possibilité de le faire. Donc,
lorsque j'ai travaillé sur le rapport pour avis des crédits de la mission sécurité du projet de loi de finances, j'avais fait le choix d'éviter les tables rondes et de rencontrer chacune des organisations en face à face. Mais vous comprenez bien que dans le contexte d'un programme d'audition qui était extrêmement vaste et sur un temps contraint, c'était impossible. Bon, je crois qu'on va s'adapter. Et en tout cas, ce que je souhaite, c'est que l'expression qui peut être la vôtre, chacune des organisations syndicales pour ce que vous êtes, ou associations, et j'ai bien entendu les demandes, et je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas y faire droit de notre collègue Baquet s'agissant de la gendarmerie. Il y aura une série de questions que je vous adresserai très rapidement, et je vous demanderai, si possible, d'apporter ces réponses-là dans des délais aussi, puisque en gros, nous terminons nos auditions, pas la semaine prochaine, on va à Saint-Astier, mais la semaine suivante, avec pour dernière audition, je crois, le défenseur des droits. Et puis après, à partir du 16 au 17 avril, je ne sais plus, c'est la phase de rédaction du rapport pour que ce rapport soit prêt mi-mai, je crois, afin que chacun puisse en débattre. Voilà. Alors nous allons écouter la voix de la sagesse de monsieur le rapporteur et lever la séance. Vous êtes déjà exprimé, non ? Vous m'avez interrompu. Finir sur notamment l'expérience qui a mené ce qui pouvait vous éclairer en termes de technique de maintien de l'ordre et les évolutions. Monsieur, je pense que vous n'avez pas compris ce qu'a dit monsieur le rapporteur. Si, j'ai bien compris. Et alors, mais si vous avez bien compris... C'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage nous parce que je pense que c'était utile pour tout le monde. Nous considérons, comme l'a très bien expliqué monsieur le rapporteur, que votre compréhension, telle qu'elle est exprimée, est dommageable pour la qualité du travail de cette commission d'enquête parlementaire. C'est la raison pour laquelle, si vous avez quelque chose à dire, vous allez nous l'écrire, et je prends la responsabilité de lever la séance. Merci beaucoup.